bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk. Et nous allons revenir sur Viva Technology 2026, un salon qui vient de se terminer. 3 étages, 180 000 visiteurs a priori. On n'a pas été tous les compter, peut-être un peu plus, même 200, je ne Plus de sais deux plus. cent mille, hein, ils Plus disent, de hein. 200 000, me En tout cas, rattrape, Lionel. la queue était là, la queue était là. On Ouais, la faisait la la queue queue était beaucoup pour là, rentrer, ouais. surtout pour rentrer dans le dans les différentes scènes. On pourra y revenir. En tout cas, un grand plaisir que de vous retrouver pour, ce feedback Vivatech 2026. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un salon qui s'est clos après, 3 jours B2B, une journée festival, celle du samedi, pour l'ensemble des Parisiens, même plus éloignés qui souhaitaient visiter ce festival de l'innovation. Une année qui était quand même marquée par l'omniprésence, on en parlera, de l'intelligence artificielle, mais depuis 2017, ça n'a pas trop changé, hein, globalement. Depuis 2017 parce que la première année de 2016 à Vivatech, c'était, voilà, l'intelligence artificielle n'était pas forcément, très présente. Une année pour fêter ses 10 ans également. Une, pléthore d'invités dans tous les sens, une densité extrêmement forte de start-up. En bref, je pense, Lionel, qu'on s'est fait plaisir. Oui, on a pu se faire plaisir, on a pu visiter des stands. Alors moi, j'ai trouvé, hein, 3 étages, c'est beaucoup mieux pour la visite individuelle, des stands plus aboutis, des présentations de start-up plus quali. Dans la forme, hein. Sur le fond aussi, c'est plus quali, mais sur la forme, bon, c'est pour ceux qui par contre, font des déambulations avec des groupes de visiteurs, c'est plus compliqué parce que sur 3 étages, monter, descendre, on perd un temps dingue. Mais globalement, pour le visiteur unique, celui qui vient avec ses objectifs, comme on le répète toujours, quand vous visitez un salon de la tech, vraiment, il y a des objectifs à avoir en amont parce qu'il y a trop de choses à voir et vous ne pourriez de toute façon pas tout voir et ça serait trop compliqué. Donc 60-70, lisez notre guide de survie sur le CES. 70 préprogrammé, objectivé et puis 30 le hasard, la sérendipité qui vous amène parfois à voir des choses assez étonnantes, mais qui étaient en dehors de votre champ, initialement cadré. Voilà. Beaucoup de Heu conférences très intéressantes et puis, toujours pareil, toujours comme tous les ans, 1 ou 2 invités, vedettes. Alors, généralement, ils prennent le plus connu ou celui qui n'est jamais venu, il va inaugurer ou faire la conférence, où tout le monde se presse et cette année, c'était en tout début, c'était carrément la première conférence d'ouverture. C'était, je crois, à 10 heures du matin ou peut-être même un tout petit peu plus tôt, mmh. le premier jour et je peux vous dire que ceux qui faisaient la queue pour rentrer, il y en avait sûrement une partie qui ne venait d'abord que pour voir cette conférence. Donc c'était compliqué. D'ailleurs, vous avez derrière moi l'image du grand auditorium, alors non pas pour la conférence dont on va parler, mais pour une des conférences du matin du premier jour et on y tient du monde dans cet auditorium. Et oui, on y tient du monde, on fait 3 étages. Alors, moi, sur les groupes, en fait, on avait précisé, enfin, on descendait parce qu'on était au 3e étage avec Capgemini. Et on descendait au rez-de-chaussée et puis on remontait ensuite en faisant notre tour. Donc, mais on faisait pas effectivement d'aller-retour. Ça complexifie un petit peu les trajets, en même temps, ça permet aussi d'aérer un peu les allées, ce qui n'était pas de trop, hein. Bon après, densité, tu parlais, du guide de survie du CES de Las Vegas. Effectivement, faut le préparer de la même manière, ne serait-ce que pour faire le stand de l'Allemagne. Il aurait fallu globalement pour ces 800 carrés, près de 3 jours pleins et entiers en ne traînant pas. C'est vous dire que, une déambulation non préparée sur Vivatech, c'est à peu près la même chose qu'un CES non préparé, donc à l'évidence, du temps perdu. Et donc on va essayer de revenir sur les grandes tendances, hein, qui ont ponctué, cette année, 2026, cette édition du 10e anniversaire avec, bien sûr, les conférences, quelques startups et puis, l'IA. Alors je disais, hein, l'IA pour moi ça a changé un petit peu de fusil cette année. Tu disais que c'était mieux dans la forme et dans le fond, notamment dans la présentation des startups. Alors c'est pas faux et j'ai trouvé même qu'il y avait une forme de maturité peut-être prépubère autour de l'IA où d'un seul coup il y avait plus de promesses non tenables. On était dans un champ des possibles et ce qui était dans un champ enfin dans un champ des probables plutôt et ce qui était dans un champ plus lointain, je pense à Biomemory, je pense à Peercode qui font du stockage sur de l'ADN synthétique par exemple ou d'autres, deep tech de cette,
dans ces thématiques-là, démontre bien que globalement, c'était extrêmement structuré en termes d'approche, que les verrous technologiques étaient, vraiment identifiés et quand on discutait, avec, les fondateurs, la robustesse, des arguments était extrêmement, présente donc voilà, je dirais que c'était peut-être autour d'il y a en tout cas beaucoup de maturité, pas de promesses intenables et enfin peut-être une capacité, parce que mature, à, partir sur, de l'industrialisation beaucoup plus pérenne. Donc voilà, donc des choses qui étaient quand même assez présentes, mais bon, l'IA n'a pas fait partie que des seules tendances. J'aimerais qu'on revienne quand même un peu sur les conférences. Tu as eu le plaisir d'en suivre quelques-unes. Qu'est-ce que tu retiens des conférences, Lionel, auxquelles tu as pu assister? Alors déjà, la première, donc celle dont je faisais allusion tout à l'heure, il y a quelques secondes, celle de Jeff Bezos. Alors c'était la star, hein, annoncée, quelques jours avant sa venue. C'était juste le le gros, la grosse partie, qui annonçait sa venue. Donc ils ont déployé les grands moyens pour que toutes les personnes qui étaient inscrites sur Vivatech, qui avaient déjà leur passe, soient au courant, via leur mail: «Attention, Il breaking arrive. news, Jeff Bezos sera parmi nous». Bon alors il était pas tout seul sur scène, hein. Il était avec Dave Limp, le patron de Blue Origin, et ils sont rentrés dans un échange qui était animé par un ancien astronaute de la NASA qui s'appelle Mike Massimino, et le fondateur d'Amazon a défendu une thèse qu'on évoquait déjà, l'autre jour quand on a fait notre premier épisode sur, le Vivatech 2026, que l'IA, à ses yeux, va créer une pénurie de main-d'œuvre, mais pas de chômage. C'est en fait une sorte de façon de dédramatiser, à sa manière, l'angoisse ambiante sur l'emploi. Alors évidemment, ça va modifier un certain nombre de jobs, mais ça va en créer plein d'autres parce qu'il y a plein de besoins qui se créent. Et donc, il va falloir, recruter, former des personnes qui vont pouvoir répondre à de nouvelles aspirations, et on le verra au travers des startups que l'on a pu retenir, que ça demande beaucoup d'investissements, à la fois pour les entreprises et autres. Donc ça, c'était intéressant de voir ça, et puis, au passage, évidemment, hein, il parlait, d'une start-up, dont il est le CEO, de Prometheus, qui est une start-up d'IA physique qu'il a lancée en 2025 et qui vient juste de lever 12 milliards de dollars. Bon, ça, c'est au passage. Mais c'était intéressant de Oui, de retenir cette ligne. Chaque conférence, moi, je trouve que chaque conférence, il y avait toujours un mot-clé, une phrase clé qui donnait le ton, qui donnait le biais de jugement, le biais d'interprétation de l'invité à propos de ce qui se passe aujourd'hui dans les bouleversements technologiques, notamment mmh, ceux qui sont pilotés par l'IA. Donc en parlant de conférences, on ne peut pas passer à côté de notre, Frenchie le plus connu, dans l'intelligence artificielle, qui est Yann Lequin, hein, puisque pendant 10 ans, il a dirigé le laboratoire FAIR, le Facebook mmh, AI Research, et qui maintenant, avec son ami Labs, a changé d'orientation, puisqu'il s'est mis à son compte, hein, on pourrait dire, et puis il a levé déjà beaucoup, beaucoup d'argent avec sa jeune pousse, et il tient toujours le même langage, c'est-à-dire les LLM, les grands modèles de langage, ils sont enfermés à ses yeux dans le texte et ne savent ni raisonner ni planifier. C'est pour ça que lui promeut ce que l'on appelle les world models, c'est-à-dire des modèles qui savent lire et interpréter le monde, c'est-à-dire ils sont capables d'interpréter et d'apprendre les lois physiques qui régissent le monde. Vous vous déplacez, vous marchez dans un escalier, vous savez très bien que si vous avez raté une marche, vous vous rendez bien compte que votre corps, tout ça, il interprète ce qui va se passer pour que, il réponde à, bah, l'attraction de la Terre, la physique, votre poids, 70-80 kilos, paf, paf, faut mettre du muscle. Vous ratez une marche et d'un seul coup, vous cassez la figure, vous vous rendez compte que tout ça, il faut le savoir. Et quand on voit les petits robots Unitree, on se dit: «Eux, ils ont encore un petit peu de mal à appréhender la simple loi de la gravité». Donc voilà, Yann Lequin, effectivement. mais il l'avait dit déjà il y a 3 ans, et il le redit tout le temps. C'est extrêmement important d'appréhender ça. Donc entre les orientations aujourd'hui que prennent les grands modèles de langage, avec toujours plus de serveurs, toujours plus de puissance de calcul, et toujours plus de capacité à stocker, à traiter, les Mmh, différentes requêtes que vous leur faites, ben, lui, il parle que si on arrive, parce qu'il y a beaucoup de «si» quand même dans sa formulation, hein, même si lui semble convaincu, et les investisseurs aussi. Si on arrive à mettre en place ces world models, ces modèles qui appréhendent le monde qui les entoure,
Bah, d'abord, on mettra pas des dizaines de milliers d'heures pour avoir ou des centaines de milliers d'heures pour avoir une voiture, qui est autonome qu'au niveau 2, alors que vous, au bout de 20 heures, vous savez conduire et vous avez votre permis. C'est à peu près ce qui le soutient. Et puis surtout, bah, justement, si on a besoin de moins de temps pour appréhender un environnement, on va faire des économies d'énergie. Donc c'est peut-être aussi une façon de dire en sous-texte que l'IA de demain, peut-être à l'horizon 2030-2035, sera une IA qui nous accompagnera, bien sûr, comme elle le fait déjà Mmh. aujourd'hui, mais de façon différente, mais surtout avec une consommation moins importante parce que, indépendamment de la peur du chômage, c'est aussi ce qui est beaucoup décrié dans l'usage des outils d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est leur gourmandise en termes de microprocesseurs et donc d'énergie, parce que ces calculateurs, il faut les alimenter en courant, les refroidir et tout ce qui s'ensuit. Voilà. À l'évidence, il manque, le trio, le dernier, camarade de la bande puisque tu as cité Il Bezos, était le là tien, aussi. mais quand même, Do You Like My Jacket qui était présent. Et oui, il était là l'année dernière. Dans le cadre de ces traditionnels keynote qui s'appellent GTC Paris, on avait Jensen Huang, hein, le fondateur et CEO d'NVIDIA, qui faisait un rapport d'étape sur la souveraineté de l'IA parce qu'il était aussi beaucoup, beaucoup question de la souveraineté. Et rappelons-nous que l'année dernière, sur la même scène, enfin pas tout à fait la même scène, mais au même endroit et dans à cette même Mmh. occasion, il avait promis plus d'une vingtaine d'usines d'IA en Europe et désigné notamment Mistral AI, notre champion national et européen des LLM, comme le champion européen du calcul souverain. Voilà. Et donc cette année, bah, c'était peut-être un exercice qui avait plus une allure de bilan d'étape pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est véritablement implanté. Alors lui, Mmh. bien sûr, il parle du fameux triptyque qu'il met en avant tout le temps, usine à IA, IA agentique, IA physique. C'est la colonne vertébrale d'ailleurs de toute la tournée GTC de Jensen Huang. Donc pas forcément des annonces très fortes, plutôt du point d'étape sur l'avancement notamment de ce qui est en train de se construire du côté d'Angers avec l'association de Foxconn et de Bull Mmh. qui confirme des assemblages d'IA Nvidia à Angers avec 101 millions d'euros à la clé. Et on peut aussi parler justement de toute la partie, donc quand on parle de souveraineté, on pourrait dévier aussi sur la France qui a officiellement annoncé l'achat d'un ordinateur quantique de chez Alice et Bob. Ouais. Mais on avait aussi Pasquale, on avait aussi tout un secteur qui était dédié au quantique que l'on retrouvait sur certains autres stands également. Parce qu'on peut aussi parler de la visite du Premier ministre indien, Narendra Modi, qui sur scène a été rejoint par Emmanuel Macron. Et ils ont parlé notamment bah, de l'implication aujourd'hui de l'Inde qui nous semble, à nos yeux européens, un peu en retard par rapport aux États-Unis sur tout ce qui est éventuellement la Chine, sur tout ce qui est LLM. Mais Mmh. ils ont beaucoup parlé de cette technologie avec une phrase clé qui disait, je l'ai noté: «La technologie ne peut progresser», selon Narendra Modi, «que si elle profite à tous». Et on voit bien enfin le côté, le discours universaliste du Premier ministre indien. C'est assez intéressant parce que c'est justement ça. Aujourd'hui, on voit bien que les outils que l'on utilise, bah, ce sont des outils qui coûtent un certain prix, qui sont motorisés par des abonnements qui coûtent eux-mêmes aussi un certain prix, hein. Les Mmh. tokens ne sont pas gratuits et que bah, l'Inde, c'est pas non plus la terre où le niveau de vie par habitant est le plus important sur Terre. Donc il faut arriver à trouver probablement des modèles plus frugaux qui vont pouvoir servir de façon plus large des populations qui, elles, n'ont pas les moyens aujourd'hui des occidentaux. C'était intéressant de voir ça aussi, sur la sur cette, partition indienne, en fait, voilà. Même si c'était l'année de l'Allemagne. Mais en fait, l'Inde, c'est le pays partenaire de l'IA de cette édition. C'était, une forme d'alliance sur l'innovation, une forme d'alliance franco-indienne qui était plutôt indépendante de Vivatech, mais qui était bien présente. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as dû te promener le jour où, Emmanuel Macron est passé, mais comme d'habitude, c'était tout à Ils fait avaient bloqué compliqué tout le de hall pouvoir en 1, passer d'une je partie d'un hall confirme. à l'autre.
c'était un vrai problème pour switcher de hall, d'un hall à un autre et effectivement pendant une bonne heure et demie, 2 heures, ça a été assez compliqué. Moi, je note néanmoins, Lionel, que tu n'as pas cité la conférence, exceptionnelle, donnée par, Mathieu de Boeuf-Souchon et Alexandre Vénan, sur, le Ah, mais stand c'était sur une marque française de luxe, Ouais, ouais. Bah, oui, parce Chanel. que nous avons, notamment Et voilà. parlé de, voilà, de la Quel était le sujet? dualité, création, innovation et technologie et dans une boîte dans une maison de création qui crée et donc qui innove, quelle est la place de l'innovation et de la technologie? Voilà, c'était, un moment sur lequel on pourra vous faire un débrief ultérieurement. On va clore quand même sur l'IA parce que c'était quand même le sujet de l'année en effet. Mais, tu soulignes beaucoup de maturité, beaucoup de réponses à des problèmes qu'on a constatés depuis quelques années maintenant, qui laissent présager de nouvelles avancées bien sûr. Mais j'ai trouvé, si je devais en tout cas du point de vue, purement, regard, extérieur, sur le sujet, tu prends, des exemples comme Ovomind par exemple, qui ont été, ouais, qui est une start-up qui travaille beaucoup sur, finalement cette nouvelle génération d'IA quelque part avec des technologies qui vont être en mesure d'analyser en temps réel les données, biométriques, par une montre connectée, d'évaluer les niveaux de stress, de fatigue et donc de s'adapter à un élément tiers, de type, un jeu vidéo pour ajuster le scénario, à une voiture pour adapter, notamment, la conduite, tous les éléments qui vont permettre de ça. On sent qu'il y a un vrai sujet sur IA et émotion, captation de ce qui revient de finalement de ce qui ressort de l'individu. Ça, c'est quelque chose qui est assez marqué. Il y a aussi des sujets sur l'IA, bien sûr, et le spatial, les nouvelles interactions, donc comment on comprend mieux, au-delà des émotions, les nouvelles capacités de gestuelle. Alors je ne sais pas si tu es passé, vers Nakilogix, qui était à côté de qui était au troisième étage à côté de notre stand. Je ne sais pas si eux, Non, tu j'ai pas les eu as. l'occasion, je suis très honnête, j'ai pas eu l'occasion. Non, mais c'est pas facile de tout passer voir non plus. Nakilogix, c'est une boîte qui est spécialisée dans, tu sais, les airbuds et donc tu vas Mmh. avoir un écouteur, voilà, que tu vas avoir, dans ta comment ça s'appelle? Dans ton oreille et qui va te permettre, directement d'intervenir, sur une interface. Donc tu vas avoir ces écouteurs dans les oreilles, tu les chausses et ils vont comprendre l'ensemble de tes mouvements de tête, Mmh. de bouche, d'œil, et cetera. Alors, faut peut-être pas éternuer si tu contrôles si tu conduis une voiture, mais globalement, grâce à ces écouteurs, bah, tu vas être en mesure de pouvoir interagir. Ça fait quelques années, on les avait vus au CES, ils sont venus cette année pour la première fois Exactement, en France tu me et retires les mots de la bouche, Mathieu. Je bah, me c'est souviens ça. maintenant que tu montres ça, je me souviens de les avoir rencontrés au CES et leur avoir demandé une démonstration que j'ai bien été en mal d'avoir parce qu'ils n'avaient qu'une Bah, vidéo. c'est ça, Donc là, CES, peut-être que Europe. sur leur stand, ils avaient la possibilité de pouvoir de laisser chausser ces airbuds au niveau des visiteurs et de leur, donner la main pour qu'ils puissent interagir avec l'écran. Ça, on avait Exactement. rigolé puisque justement, il pilotait son avion et on disait: «Mais faut pas Oui, qu'il il était mal éternue parce barré. que ou qu'il se mouche parce que sinon ça allait être compliqué». Mais ça, c'est un vrai sujet qui était intéressant parce que la robustesse des LLM, le fait qu'aujourd'hui les fonctionnalités soient de plus en plus abouties, les nouvelles grammaires d'interaction comme avec Nakilogix qui sont en train de se développer, amènent quand même un peu un sujet autour de l'actualité qui était quand même très présente de la semaine passée et de Claude qui a coupé son LLM, hein, on en a parlé au dernier épisode. Hem, fait que enfin son dernier modèle, Mythos et Fable, font que naturellement s'est posé la question de la souveraineté sur quasiment tous les stands qui parlaient d'IA, mais pas de la souveraineté au sens, que fait-on des données et blablabla. On était vraiment sur un sujet sur comment est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, réduire, mais avec une vraie prise de conscience, en partie grâce à cette actualité, et ben, notre dépendance aux modèles qui ne seraient pas des modèles souverains. Et c'est là qu'il y a une place énorme. J'ai rencontré, Eleven Labs qui était présent avec son CEO aussi, sur Vivatech, qui y avait une soirée d'ailleurs avec H Company et Eleven Labs. Effectivement, le sujet de la souveraineté autour des modèles à la voix, qui est pour moi le troisième pilier de l'IA, sont des éléments qui sont, voilà, aujourd'hui partie prenante et absolument forts de cette édition 2026. Mais un vrai enjeu, en tout cas une, perception, un regain, je dirais, autour de la souveraineté, non pas en mode protectionniste, mais comment peut-on s'affranchir de solutions? Et je prenais un exemple simple, je me disais: «Oui, mais est-ce que c'est vraiment important?» Bah,
quelque part, si vous avez une gestion de claim en processus d'assurance, vous avez des usagers qui déposent plainte, enfin qui déposent, qui font des réclamations et si votre modèle aujourd'hui, avec un taux de pertinence est de 96 lié à un modèle qu'on vous coupe du jour au lendemain et que vous repassez à une gestion de claim avec plus de 20 d'erreurs ou d'insatisfaction, à l'évidence, ça peut détruire d'une manière ou d'une autre un modèle opérationnel et tendre, concrètement une relation client ou même, une efficience quelconque. Donc on voit bien que tous ces sujets-là sont importants et que globalement, il y a une vraie prise de conscience qui était plus seulement de faire, la souveraineté bashing global, mais avec, voilà, des vraies pistes sur embarquer les modèles en local, ne plus dépendre des modèles étrangers et tous ces éléments qui étaient quand même, bien présents. Voilà, bon ça en tout cas, c'était le gros pavé quand même parce que autour de l'IA, il y avait quand même tout le reste, hein, on va dire, de la Oui, robotique, du bien sûr, quantique, et cetera. mais c'est vrai qu'on avait, moi je me suis arrêté sur le stand d'OVH, je me suis resté sur le Mmh, stand de Scaleway et c'est vrai qu'à chaque fois la souveraineté était mise en avant et toi tu citais tout à l'heure, il y a quelques secondes H Company. Gauthier Cloy qui faisait partie d'une table ronde sur la souveraineté a quand même dit: «Si la souveraineté devient une excuse pour jouer en deuxième division, elle ne sert à rien». Donc ça veut dire que malgré tout, la souveraineté doit être un objectif, mais cette façon d'atteindre l'objectif va nécessiter, il faut que les Européens en prennent conscience, une vraie mise en œuvre de capitaux. C'est mmh. évident. Parce que si on y va par quelques centaines de millions d'euros et que de l'autre côté, ils y vont par quelques dizaines de milliards de dollars, bah, je pense qu'il va y avoir un déséquilibre. Et comme là, c'est étonnant parce qu'on a vécu sous emprise des États-Unis, que ce soit les operating systems, Mmh. Microsoft, on ne citera pas le sien, que ce soit sur la recherche, Google, que ça. Bon, on avait les fameux GAFAM, GAFAMI, enfin tous ceux qu'on a appelés qui étaient essentiellement américains. Et on se disait, mais c'est vrai que, c'est étonnant les Américains qui à une époque ont cassé avec les lois antitrust, les opérateurs, télécoms, les compagnies pétrolières et cetera. C'est bizarre. Ils ne font rien contre Google, Microsoft qui sont, des opérateurs avec des positions ultra dominantes, mais à l'échelle mondiale. Et Mmh. en fait, ils se sont rendus compte que, bah, comme c'était à l'échelle mondiale, ils avaient aucun intérêt à les démanteler parce que les démanteler voulait dire les mettre à la merci d'un concurrent, allemand, français, italien qui pourrait en racheter une partie. Donc laissons-les devenir des mastodontes. Et là, d'un seul coup, quand ces mastodontes, alors c'est pas le cas d'Anthropic, c'est pas un mastodonte, mais quand ces mastodontes accouchent, d'outils, d'intelligence artificielle qui deviennent, alors on va redonner le mot intelligent, même si on met entre Mmh. guillemets, supra-intelligents, on se dit: «Waouh! Mais attends, s'ils sont supra-intelligents, ça veut dire que le petit gars en Sicile, à Malte ou à Singapour, il va pouvoir les interroger et puis nous faire la nique. Et là, d'un seul coup, ça se pose un problème géopolitique. Quand Totalement. c'était que dans un sens où on te vend de la pub et on fait rentrer des dollars et des devises, c'était pas un problème. Mais là, d'un seul coup, ça devient compliqué. «Ah, vous aussi, vous travaillez sur un avion supersonique? Ah merde, et vous avez travaillé avec nos IA pour,» voilà. Donc on voit bien la problématique. America first, voilà. 1 De pour là, vendre, mais aussi premier pour protéger le jeu. de là se pose la question effectivement, si vous avez besoin de parler, il y a Erudite, hein, en France, on vous le rappelle, on passe le bonjour à Philippe Lebas, hein. Vous avez des problèmes de voix, il y a aussi SkyTid, hein, ça marche très bien, enfin et tout ça, c'est mais globalement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression cette année, on pourra peut-être clore cette partie-là là-dessus, mais qu'il y a au-delà, de cette réaction épidermique, à l'actualité de ces derniers jours sur le coupage de modèles si tu n'es pas American, à effectivement, beh, en fait, non, il y a des choses qui sont vachement bien, chez nous, soit en France, soit en Europe et par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé acteurs européens en termes de souveraineté qu'acteurs franco-français et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est intéressant dans les verbatim qui ont été, voilà, ou dans les remontées ou les discussions, au détour d'une allée. C'est qu'il a été plus question d'Europe finalement que de France et ça, c'était quelque chose qu'on a aussi pas mal vu. Alors, Lionel, quand même, parce qu'on pourrait faire 50 000 épisodes sur 50 000 sujets, sur nos best-of, et cetera. Allez, si je devais te dire, toi, qu'est-ce que tu retiens, au-delà d'IA, en termes d'entreprise ou en termes d'idées principales sur cette année, 2026? Tu as le droit à 2 startups maximum.
Ah oui, alors là, tu parles de start-up. Oh là là, En bon. start-up ou projet ou élément Ouais, parce que, ouais, ouais, on ouais, mais arrive à su 25 alors minutes et je sens que sinon on va faire 1 heure comme d'habitude, tu vas me dire, mais Donc j'avais déjà parlé d'H Company, donc j'en reparlerai pas, puis on a cité la phrase de Cloix, de Gauthier Cloix. Moi, je parlerai d'une start-up française, bien sûr, mais la dernière fois, on avait beaucoup parlé santé, mais j'avais parlé santé avec des start-up françaises. Là, c'est pas dans la santé, c'est une start-up qui s'appelle Dust, qui a été, primée, je crois, et qui est une plateforme, qui permet aux entreprises de créer des agents personnalisés, alimentés par leurs modèles leaders qui sont certes, Claude, Gemini, machin, mais surtout leurs données internes, par le biais de leur Google Drive ou de Notion ou de Slack. Et là, on reparle avec des sociétés machin, et qui automatisent en fait les tâches répétitives et qui boostent la productivité des équipes. Et ça, l'idée, c'est pour eux, ils prétendent que cette solution, malgré tout, elle a une forme de souveraineté, elle est parce qu'elle est déployée, chez le client, alors avec des clients déjà, existants, par des équipes qui sont, heu, internes, au service d'équipes internes, notamment les équipes de marketing, communication, pour créer des agences sur mesure et connectées avec leurs propres, composants, leurs propres assets de données, sans avoir à coder. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on le fait directement avec les employés qui sont concernés par les résultats que vont donner les outils, proposés par Dust, D-U-S-T. Voilà, ça c'était un petit, coup de cœur. Mais si on veut ceux qui ont eu l'occasion, tu parlais de Chanel tout à l'heure, ceux qui ont eu l'occasion de visiter un stand tout à fait, original parce que le stand LVMH, à l'opposé des autres éditions, ne mmh. présentait aucune start-up avec des représentants de chaque start-up. Ils présentaient ce qu'ils appelaient une dream gallery, qui était une sorte de parcours immersif au travers de la chaîne de valeur du luxe et qui indiquait, au travers 11 maisons, donc 11 sociétés appartenant au groupe, comment chacune avait mis en place des projets, avec des briques technologiques et essentiellement des briques d'intelligence artificielle. Et c'est le directeur, omnicanal, data du groupe qui disait que la philosophie d'LVMH, c'était en avant, calme et droit. C'est-à-dire adoption massive, oui, mais sans précipitation parce que la technologie, on doit être capable de la maîtriser et notamment d'en maîtriser la souveraineté. Dust, exemple de start-up. Voilà, tout ça pour dire, Dust, c'était très bien et c'était une start-up française, mais j'en ai d'autres, hein, si tu veux. Mais, toi, je sais que tu en as quelques-unes dans ta manche qui sont fameuses. Bah, j'en ai pas mal. D'ailleurs, je passais la vidéo sur la galerie parce que le stand de cette année de Vivatech était quand même beaucoup plus immersif et expérientiel et peut-être moins, démo de start-up dans tous les sens. On a l'impression que ça s'était refermé ou sans rendez-vous, c'est pas forcément possible de rentrer. Mais, donc ce qui fait que pour des groupes, c'est pas forcément facile spontanément de te dire: «Tiens, on va y aller dans la visite» parce qu'il faut que ce soit vraiment, organisé. Mais il y a énormément alors moi je suis très modèle papier, hein, j'assume, j'ai tous mes petits plans et sur chaque étage, j'ai noté tout ce qui me plaisait bien. Alors quand tu arrives à faire un nombre de tours qui est assez important, ça reste assez fort. Par exemple, tu avais, sur le stand de je suis en train de les rechercher, tu vois? Sur tout ce qui était voilà, ils sont là, hop là, excuse-moi. Mais tu vois, quand on voit tellement et qu'on prépare comme on prépare les épisodes, au bout d'un moment, tu avais Wavestream qui était assez intéressant et qu'on a retrouvé notamment sur la région Hauts-de-France et qui était vraiment basé sur les jumeaux numériques. Là, encore une fois, on a vu des éléments de jumeaux numériques qui étaient enfin des éléments, des solutions autour des jumeaux numériques qui étaient absolument, un, à la fois réaliste et qui en même temps parce que je les ai vus notamment sur ce tour, sur tout ce qui était 3D simulation pour un groupe autour de, l'enseignement et de la formation et qui était de se dire: «Comment j'arrive à transposer, des compétences acquises en formation plus rapidement?» Et ça passe aussi notamment par, la 3D immersive où là, on s'affranchit des lunettes, hein. On avait vu Meta, on avait vu, EssilorLuxottica aussi qui était présent et cetera. Et on voit bien que la lunette devient finalement ce qui permet à la VR d'exploser dans les usages qui vont arriver via le B2C, enfin les consommateurs de tous les jours, mais ou les opérateurs. Mais globalement, dès qu'il s'agit de formation, le focus sur le braquet, il est quand même
beaucoup plus sur des gros casques et des dispositifs. Dispositifs qu'on va ressentir particulièrement et qui sont assez forts, mais qu'on va au moins pouvoir mettre dessus avec des fonctionnalités embarquées qui nécessitent aussi plus de calcul. Alors j'ai vu aussi TGO qui sont présentés cette fois sous pavillon UK alors qu'ils étaient, coréens, au CES et qu'ils étaient encore, donc je pense qu'ils commencent à s'étendre un peu partout et qui va rendre n'importe quelle texture caoutchouteuse complètement tactile. On les avait vus aussi au CES. Alors, moi, il y avait une petite démo qui était quand même ma chouchou, mais elle venait pas de n'importe où, parce qu'elle venait de chez nous, de Capgemini, qui est Maestro et dans le cadre notamment des maintenances que l'on va devoir opérer sur des moteurs d'avion. Bon, bah, ça a l'air de rien, mais on s'aperçoit souvent que l'expert, il est pas forcément disponible, qu'il y a des sujets d'accès à des bases de données documentaires qui sont extrêmement complexes, à tout le moins confidentielles. Donc on touche à la fois la formation de l'individu pour opérer quelque chose, les problématiques de confidentialité d'information et pour ce faire, bah, nous on avait mis en place, un ordinateur qui représentait le rack serveur, le data center du client avec, 5 agents à l'intérieur, complètement embarqués en local, dans le nu enfin dans l'ordinateur qui représente donc le data center et 3 agents ensuite qui opéraient directement avec l'agent, enfin l'opérateur, 2 dans son téléphone, un notamment dans sa montre et qui permet de tracer jusqu'aux indicateurs biométriques de l'opérateur qui est en train de faire sa réparation sur le moteur. Et donc en fait, depuis son téléphone ou depuis sa montre, avec des lunettes, il va être capable ensuite d'interagir avec une base documentaire pour aller opérer sa modification ou sa réparation et dans la lunette s'affiche dispositif léger par ailleurs, je le rappelle, avoir, tout le l'information contextuelle qui est absolument, qui est absolument nécessaire quand tu es plus ou moins bien formé. Et donc on voit qu'on est capable d'avoir des opérateurs peut-être moins qualifiés sur certaines tâches et qui vont opérer, des opérations complexes assistées à distance de l'expert ou d'une documentation. Bon, il y avait Lighton aussi, c'était absolument passionnant et deep tech sur l'accessibilité du contenu, notamment pour le qualifier proprement pour les IA, vocales. Donc on a, il y avait énormément en tout cas, d'éléments, et puis le chouchou, allez, j'en balance un quand même. Il s'appelle Airy-Farms et Airy-Farms, c'est les spécialistes du mycélium qui ne se fume pas, en l'état, hein. C'est, des champignons, enfin un champignon qui va être travaillé pour eux comme un papier au départ et qui va ensuite permettre de créer de la fibre et de la fibre notamment de textile, ce qui permet d'avoir des matières pour les sacs, les chaussures, les blousons, bref, qui ressemble un peu à du cuir, mais qui n'est pas du cuir, qui est du mycélium. Airy-Farms, c'était tout discret à côté de la grande Innovation Gallery, sur lequel il y a les grosses démos, le quantique, la capsule de survie en mer, les habitacles dans l'espace, et voilà, qui était absolument sympa. Mais bon, on pourrait en citer d'autres. Replay Robotics, Parfum Algorithme, enfin Fragrance Algorithme qui était toujours là, et cetera. Bon bref, de toute façon, dites-vous bien qu'avec près de 3000 startups qui étaient présentes dans notre dernière extraction de documents, dans le scrapping du site, à l'évidence, on n'a jamais le temps de tout voir, même si on est H24 dessus. Voilà, donc c'était quand même j'allais dire un CES, mais j'ai un Vivatech, absolument, énergisant. En tout cas, c'est comme ça, que je le retiens et je pense que de ton côté, Lionel, c'était à peu près pareil. Ouais, c'était complètement énergisant. Ça se veut le salon, en pointe en Europe sur les nouvelles technologies. Mais la question qu'on peut se poser en sortant d'un tel Vivatech avec, autant d'entreprises, on a cité beaucoup d'entreprises françaises, hem et d'entreprises allemandes, il y en avait 200, hein, sur le stand de l'Allemagne. Donc comme tu le disais tout à l'heure, il aurait fallu 2 jours pour, toutes les visiter et s'entretenir avec chacune d'entre elles. Mais est-ce que l'Europe va réussir à transformer, en fait, cette capacité qu'elle a d'attraction en termes de talent, en vraie puissance technologique? Et on sait que le gap derrière, c'est quand même le financement de tout ça. Hein, On est bien ou est-ce que d'accord. l'Europe restera encore longtemps, et par le biais de Vivatech, le plus beau salon du monde sans être vraiment le laboratoire qui va faire éclore toutes ces technologies? Et alors on pourrait, les historiens pourraient nous dire, hein, il y a des tas de technologies, notamment dans les télécoms, qui Mmh. sont nées en Europe, mais qui sont devenues matures en dehors de l'Europe. Toujours pareil, je pense qu'on est, et ça, c'est de la politique, même si c'est pas de la politique politicienne, mais c'est on est un groupement de pays avec des intérêts parfois divergents. Hein, on sait très bien que les Allemands avec l'automobile et nous avec l'automobile, bah, on a forcément sur l'automobile des Mmh. intérêts divergents, et sur plein d'autres choses. Et ça, c'est pas contre l'Allemagne ou contre l'Italie. Eh bien, ces États
ont mis en place, le système de concurrence, libre et non faussée, et cetera. Mais tout ça, ils l'ont mis en place dans l'ancien temps. Dans un temps qui était le temps où on a construit l'Europe, c'est-à-dire à la sortie de la guerre. C'est-à-dire il y a plus de 70 ans. Maintenant, le temps, est devenu, on voit ce retour des empires, on voit la puissance de la Chine, on voit comment le Mmh. les États-Unis d'Amérique essayent de régner en maître sur un certain nombre de technologies et l'Europe, là, toujours avec cette petite archipel. Alors, il y a un auteur, statisticien qui a écrit l'archipel française, mais on pourrait dire l'archipel européenne. C'est tout un tas de tiraillements parce que chacun veut tirer un peu petit bout de couverture. À Mmh. lui, on voit bien les choses qui viennent de se passer sur, l'avion européen, le Oui. SCAF, enfin bon, entre Dassault, machin. Et alors que, bah, la technologie que l'on voit émerger justement à Vivatech avec toutes ces belles idées, avec des gens ultra entreprenants, elle mériterait une Europe qui la soutienne vraiment, comme, comme les coachs soutiennent leurs équipes. Et là, je sais pas si on aura, alors même s'il y a des grandes voix qui se font, qui s'élèvent, hein, mais Mmh. et que pour certains, ils signent pas, par exemple, quand Yann Lequin, crée Amilad, bon, il met le siège de l'entreprise en France. Ah, Bien sûr. sauf que Mmh. lui, il est quand même, les 3/4 de son temps aux États-Unis, hein, voilà. Donc on voit bien la problématique qu'il y a, surtout que dans les sujets qui étaient abordés, c'est vrai entre l'IA, la souveraineté, mais aussi la deep tech, aussi la Mmh. green tech, on n'en a pas parlé, à la santé, on en avait parlé beaucoup la dernière fois. On voit bien que quand on choisit une techno, en fait, on choisit une dépendance. Et si on choisit une technologie issue des rangs des centres de recherche et des universités Mmh. européennes, eh bien, on se dit: «Bah, les Européens sont dépendants des Européens, c'est peut-être pas mal». Hein, regardez ça sous cet angle. Voilà. En tout cas, c'est ça Vivatech, Heu, c'est une grande question. Est-ce qu'on restera heu un laboratoire ou est-ce qu'on va être capable de convertir ça en véritable puissance technologique? Ce qui laisse présager, après ce 10e anniversaire, 10 prochaines années où, bah, ce laboratoire sera peut-être effectivement, le rêve accompli de ces prochaines années. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet épisode Innovation and Prospective Talk, hein. On vous rappelle Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Innovation and Prospective Talk, c'est le salon où on parle des tendances technologiques sous l'angle des plus grands salons de la tech. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la bonne parole. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Cette fois, ce sera pas Vivatech, mais je sens que la période estivale approche. Il n'est pas exclu qu'on ait une petite série de l'été. Allez, à très vite. Bye bye. Salut Lionel. Salut à tous. Salut.